Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle session d'Azurex. Aujourd'hui, nous accueillons Romain et Romain va nous parler d'Azure Local. Alors, Azure Local, justement, on en parlait il y a quelques minutes. C'est un service qui est quand même assez méconnu. C'est d'autant plus intéressant de recevoir Romain pour nous parler de ce sujet. Et en plus, on a la chance que Romain a passé la semaine dernière à l'étranger et notamment au Microsoft d'Ignite de San Francisco. Alors, on passera le temps où il est passé à attendre l'avion et dans l'avion, mais en tout cas, il essaiera de nous donner quelques informations qui pourraient être sympas pour le service. Du coup, Romain, je te laisse la parole. Eh bien, écoute, bonjour Arnaud, merci de m'accueillir dans cette Azurex. Avec plaisir que je vais l'animer avec toi. Écoute, moi aujourd'hui, je vais vous parler d'Azure Local. C'est ma solution fétiche sur laquelle je travaille depuis longtemps maintenant, qui s'appelait Storage Spaces Direct avant, renommé en Azure Stack HCI et aujourd'hui Azure Local. Donc, je vais vous présenter, je pense, une vingtaine de slides qui vont durer 20-25 minutes. Et après, je vais faire une démo d'un vrai cluster avec du vrai matériel pour vous montrer dans le portail à quoi ça ressemble. Top, Ça te convient, Arnaud, comme programme? parfait, Bon, c'est bah, tout let's go bon. alors. Donc, Azure Local, ça repose sur quoi? Azure Local, ça repose sur Hyper-V, une solution méconnue qui existe depuis 2008, qui aujourd'hui fait tourner Azure. Donc, si vous faites de la VM, du service en mode plateforme, même du SaaS, chez Microsoft, c'est Hyper-V qui est dessous. Si vous faites de la Xbox, il y a des services, c'est Hyper-V. Si vous faites du Windows 10, du Windows 11, vous avez de l'Hyper-V, notamment pour protéger le fameux fichier LSASS. C'est isolé dans une petite machine virtuelle Hyper-V. Donc bref, Hyper-V est partout. Depuis 2008, il a bien évolué. Aujourd'hui, c'est une solution qui est plutôt stable. Voilà. Donc moi, je fais de l'Hyper-V tous les jours et j'en suis plutôt satisfait. Ensuite, on a une autre solution qui est sortie avec Windows Server 2016 qui s'appelle Storage Spaces Direct, qui permet d'avoir du stockage distribué. Donc en gros, tu achètes des serveurs. Dans ces serveurs, tu mets X disques. Et une fois qu'on aura configuré la solution, les disques de chaque serveur seront vus par tous les serveurs, ce qui permet de créer des volumes virtuels hautement disponibles. Et enfin, la couche Software Defined Networking, qui permet de créer des switches virtuels, des load balancers virtuels, des gateways virtuels, enfin, tous ces services-là, qui permettent donc aux machines et aux services qui sont dans Azure Local de pouvoir communiquer avec le monde physique. Et donc, finalement, on retrouve la partie compute, la partie stockage et la partie réseau. Exactement. C'est une solution hyper convergée à la base, et donc c'est du Software Defined Data Center. Si je rentre un peu plus dans le détail, donc qu'est-ce qu'on a? En dessous, on a du matériel validé par Microsoft et par les partenaires. Donc en gros, aujourd'hui, moi je travaille principalement avec HPE, Dell et Lenovo, sachant que je travaille plus avec Dell et Lenovo parce que ce sont les seuls à proposer des solutions premiers. Les solutions premiers, alors on a trois niveaux de partenariat au niveau matériel. On a validé, intégré premier. En gros, validé, tu viens avec ton matériel et Microsoft le valide pour l'instant T. Et quand tu es en premier, à chaque mise à jour, Microsoft vérifie si les mises à jour d'OS et de firmware driver sont compatibles avec le matériel. Donc c'est vraiment un gros travail main dans la main avec Microsoft. Et bon, aujourd'hui, je préconise de toujours partir sur du premier. Donc les serveurs HPE seront promis à partir de l'année prochaine. Pour le moment, on a Lenovo et Dell qui proposent des solutions premiers. Par-dessus, on va installer un système d'exploitation qui s'appelle Azure Local OS, qui n'a rien d'autre qu'un Windows Server dans lequel on a viré tous les rôles qui servaient à rien, genre l'Active Directory, serveur de fichiers, tout ça. On a gardé juste la partie Hyper-V, failover clustering et les services annexes nécessaires au fonctionnement de la solution. Par-dessus, donc du coup, on va avoir du stockage, du réseau, du compute, comme on l'a vu, notamment avec Hyper-V, Storage Spaces Direct et la partie SDN. Et donc, on va pouvoir héberger de la VM classique, mais également des services qui normalement appartiennent qu'à Azure. Par exemple, on va avoir AKS qu'on peut redescendre on-premise. On peut redescendre Azure Virtual Desktop. On va le voir tout à l'heure, on peut descendre des services d'IA comme la Foundry. Enfin voilà, on peut descendre tout un tas de services directement sur Azure Local. Donc quand on a des besoins de conserver la donnée en local pour différentes raisons, que ce soit de la confidentialité, de la souveraineté, des performances, de latence, etc., on peut s'appuyer sur cette solution justement pour avoir les services Azure, mais chez soi. Est-ce qu'Arnaud, ça te paraît clair? Limpide. Ok, je passe à la suite. Donc, quels sont les services compatibles? Il en manquera deux dans le slide, je vais les dire à l'oral, parce que je ne les ai pas mis à jour. Grosso modo, on peut faire de l'AVM Windows et Linux, et on peut descendre les OS Azure Edition également sur Azure Local. Donc les Windows Server 2025 Azure Edition avec le hot patching,
on peut le descendre sur Azure Local. On peut faire de l'Azure Virtual Desktop, y compris avec les OS Windows 10 et Windows 11 multisession, qui sont normalement uniquement disponibles dans Azure. On peut faire les services d'IoT, on peut faire du Container Apps, du Logic Apps, on peut évidemment déployer de la VM avec du SQL Server à l'intérieur, mais également descendre des instances managées. On peut faire du PostgreSQL, on a des services d'IA, notamment la partie vidéo indexeur pour faire de l'analyse vidéo, on a la partie machine learning. Ce qui arrive, enfin, ce qui est déjà présent maintenant, le Foundry AI, j'aurai un slide ou deux à propos de ce sujet pour héberger les LLM en local. Et je vais parler également du M365 local qui est à la mode en ce moment, qui permet donc d'héberger un bout de M365 sur Azure Local. Et évidemment, on peut profiter des services Azure en local, donc par exemple Azure Update Manager, les Azure Policy, Azure Monitor, Microsoft Defender et tout ça sont disponibles sur Azure Local pour sécuriser, monitorer l'infrastructure. J'ai une petite question. Est-ce que la Oui, partie Azure Arc est installée nativement ou c'est à toi de l'installer si tu as besoin d'utiliser des, enfin si tu souhaites utiliser des services Azure localement? alors, on va en parler après parce qu'il y a différents modes de connexion, Ok. mais on va dire par le mode principal, le mode connecté, ce qui se passe, c'est que quand tu déploies Azure Local, il y a une VM avec AKS qui se déploie, qui s'appelle le Resource Bridge, qui permet à Azure de piloter Azure Local. Et donc là, ça fonctionne au Ok. travers d'Azure Arc. Et les VM que tu vas déployer dans Azure Local, si tu fais de manière classique par le portail Azure, elles seront également interconnectées avec Azure Arc. Donc Azure Arc, c'est ce qui permet en fait à Azure et Azure Local de pouvoir travailler d'une seule main. Ok. Justement, en parlant de mode de déploiement, aujourd'hui on en a trois. Le mode connecté, c'est celui qu'on vient de voir. Donc on dialogue régulièrement avec le portail Azure pour récupérer des infos, pour remonter les licences, pour piloter la solution. Arrive en début d'année 2026 le mode disconnected. Donc là, il n'y aura aucune interaction avec le portail Azure et on va le voir après, il y aura une VM qui va être déployée pour simuler un portail Azure au prix de service Azure en moins par rapport à un mode connecté. Et enfin, le low spec, low cost edge server, c'est des petites machines avec moins de prérequis système qui pourraient être déployées sur des sites distants qui ont besoin d'avoir de la haute disponibilité, mais par contre, pas des grosses perfs, genre 5-6 VM. Donc, on pourra déployer des petits serveurs, on pourra commencer même à un nœud le cluster, et des petits serveurs qui commenceront avec un seul disque, avec moins de consommation CPU, etc. Donc ça, c'est parfait pour les magasins, par exemple, les points de vente et tout ça. Alors, je suis désolé, j'ai encore une question. Ah, vas-y. Est-ce que tu peux avoir uniquement, enfin c'est en preview, mais que du low spec, low cost? Je veux dire, est-ce qu'il n'y a Bien pas sûr. besoin d'avoir un serveur central et Non, avoir des petites machines un peu plus light? Ok, non, tu fais ce que tu veux là. Tu d'accord, choisis ton mode de déploiement top. comme tu le souhaites. Ça c'est plutôt cool. Oui. Donc, mode connecté, rapidement, parce qu'on a déjà parlé, comment ça marche. Vous avez le matériel, vos services par-dessus. Alors, j'ai marqué App Data IA parce qu'on parle plus que de VM, hein, on parle vraiment de services qui sont hébergés dessus. Et tout ça fonctionne avec Azure Arc. Donc, quand on va déployer l'AKS, par exemple, sur Azure Local, c'est grâce à AKS Enabled by Arc qui permet d'être piloté via Azure. Pareil, quand on va mettre les VM, on va mettre des VM, on pourra donc, on déploiera l'Azure Arc, ce qui permettra de profiter des services Azure directement sur les VM. Et alors sur les nœuds Azure Local, du coup, c'est un agent Arc un peu particulier qui est remonté également, qui remonte les machines dans le portail Azure et qui permet donc de les piloter, notamment pour les mises à jour. Donc ça, c'est le mode connecté. Ensuite, on a le mode déconnecté qui arrive. Donc comment ça se passe? La différence entre connecté et déconnecté, c'est que en déconnecté, on va avoir un control plane, donc une appliance qui sera en VM directement dans le cluster, qui simulera le portail Azure. Comme je vous l'ai dit, le mode déconnecté va empêcher certains services de fonctionner. Par exemple, exit Azure Virtual Desktop, exit Copilot, exit Microsoft Defender for Cloud qui a besoin d'accéder aux données. En revanche, vous pouvez toujours faire du cube, d'avoir des conteneurs enregistrés, héberger un Key Vault, etc. Donc ça, c'est pour les clients qui ont vraiment besoin, qui ont vraiment des prérequis en termes de confidentialité, de souveraineté des données, qui ont vraiment besoin d'être complètement déconnectés du réseau. Typiquement l'armée, par exemple. Et enfin, Edge Server. Donc, on a des petits exemples de serveurs. Vous voyez, il y a des tout petits serveurs sur la droite. Et donc, du coup, la différence, c'est que on va pouvoir commencer à une machine. On va pouvoir commencer à un seul SSD par nœud, avoir du réseau seulement entre 1 et 2,5 gigabits seconde pour l'Ethernet, notamment pour la partie stockage. Et l'AD n'est pas requis. Bon, ça, c'est pas vraiment à jour parce que l'AD non requis, on va le voir après, ça marche aussi pour les autres fonctionnements. Et ce Et qui est ça, noté du coup, ici, c'est que, pardon. oui.
Non, non, Vas-y. non, je vais dire ça, c'est plutôt cool parce que ça fait un billet d'entrée qui est quand même beaucoup moindre et ça peut te permettre de voir si finalement Azure Local peut répondre à certaines problématiques que tu peux avoir, donc c'est plutôt génial. J'en parle pas pendant les slides. À noter également que jusqu'à 4 nœuds, on peut faire du switchless. Ça veut dire qu'on peut interconnecter les machines entre elles sans passer par un switch pour la partie stockage. Donc si on veut faire du 10-25 Go, on n'a même pas besoin d'acquérir les switches. Mhm. Voilà. Nous, à titre d'exemple, on a acquis 2 nœuds Lenovo pour notre lab, qui sera dans la cave de mon associé d'ailleurs, pour faire des démos auprès des clients, et ça nous a coûté 12 000 euros. Donc on arrive à avoir des nœuds à pas trop cher pour ça. Le cycle de vie fonctionne un petit peu comme Windows. En fait, on va avoir tous les mois des mises à jour et tous les 6 mois des mises à jour de fonctionnalités. Donc avant, on parlait de 23H2, de 24H2. Depuis cette année, on est en 25.7, 25.8, 25.9, 25.10, 25.11. Et la 25.11, là, ce mois-ci, donc du mois de novembre, a apporté pas mal de nouvelles fonctionnalités dont on va parler juste après. Donc c'est un Azure local, il faut suivre l'évolution parce que là j'ai pas mal de demandes des clients. Par exemple, que la 22H2, le support s'est terminé fin mai, la 23H2 s'est terminé fin octobre, et donc effectivement, il faut faire les montées de version d'Azure local pour pouvoir continuer à être supporté. Je vais vous parler des nouveautés du coup. Qu'est-ce qu'on a comme nouveauté? Première nouveauté, le multi-rack deployment of Azure local. Donc ça, c'est pour les personnes qui veulent héberger une quantité astronomique de machines virtuelles et qui veulent déployer Azure local sur plusieurs racks. Donc on parle de 4, 5, 6 racks. En gros, on va dire le billet d'entrée en termes de nombre de VM, c'est 1000 VM pour avoir accès à ça parce que c'est très lourd à déployer. Donc comment ça se passe? On va avoir un rack d'agrégation où on va avoir les équipements réseau et du SAN ou du SAN. Et après, on va rajouter des serveurs dans les racks pour déployer. Ça, c'est complètement piloté par Microsoft. Donc ça va rappeler un petit peu Azure Stack Hub pour ceux qui se rappellent de cette solution. D'ailleurs, même le système d'exploitation qui est en dessous, c'est pas le même. Ça sera basé sur du Linux et du KVM. Donc ça, on parle vraiment de grosses solutions, de gros clusters, surtout pour les hébergeurs, si vous voulez faire un code privé, ça peut être pratique. Ensuite, depuis le mois dernier, on supporte les SAN externes. Avant, sur Azure Local, qui est une solution hyper convergée, on était obligé d'utiliser donc le stockage interne. Souvent, aujourd'hui, on le déploie en mode full flash, du NVMe, du SSD, ce qui est un peu dommage pour héberger, je sais pas moi, du fichier ou des données d'archivage. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, avec les partenaires indiqués ci-dessous, on va pouvoir connecter du SAN directement à Azure Local, ce qui permettra d'étendre le stockage sans forcément rajouter des nœuds, mais également, si vous avez des besoins de données froides, vous pourrez acheter d'une étape, par exemple, qui coûtera moins cher que d'acheter du SSD et NVMe pour vos nœuds Azure Local. Donc ça, c'est assez intéressant pour étendre la capacité de la solution. Le fameux M365 local qui a été présenté donc ce mois-ci, qui est en GA le mois prochain et qui sera en GA pour l'Azure local en disconnected à partir du premier trimestre 2026. Donc, qu'est-ce qu'on a dans M365 local? On va avoir le service Exchange pour la partie messagerie, on va avoir SharePoint pour la partie hébergement de fichiers et Sky for Business pour la messagerie. Donc le mode connecté, ça sera directement à déployer depuis le portail Azure, tandis que le mode déconnecté, il faudra faire le déploiement en local puisqu'on n'a pas d'adhérence avec Azure. Tout de suite, sans plus attendre, place à la rigolade. Donc voici le schéma d'architecture nécessaire pour le fonctionnement de M365 local. Donc il faut en gros 9 nœuds et 7 clusters pour faire fonctionner le bazar. Donc il faut 4 clusters single node Azure local pour héberger les mailbox, 2 clusters Azure Local Single Node pour héberger les serveurs Edge Exchange, et un cluster 3 nœuds pour héberger SharePoint, Skype for Business, SQL, les services SQL pour SharePoint. On va se servir également de la couche SDN d'Azure Local pour la partie load balancing et en interne. Et il faudra également un Active Directory, évidemment, pour que ça fonctionne. Voilà. Donc il n'y a absolument pas de mutualisation de certains nœuds, quoi, ou de certaines ressources. Exactement. Et la plus grosse blague, c'est qu'on ne peut pas mutualiser d'autres services que M365 local sur ces nœuds. Ça veut dire que tu es obligé d'acheter 9 nœuds, monter 7 clusters exclusivement pour M365 local. Ok, très Je bien. t'invite à y rigoler. Donc c'est lourd. Microsoft nous a indiqué que c'est pour les clients qui ont des besoins de 10 000 mailbox et supérieurs et pour des besoins de souveraineté. Là, Ouais. j'ai un exemple d'un client qui souhaite faire ça et c'est un hôpital. Donc typiquement, on est dans le besoin de souveraineté.
Des questions? Non? Ok. A priori, non. Alors, parlons un peu d'IA. C'est bien l'IA, hein. Voilà, on manquait un peu de ce sujet-là, donc ce qu'il faut savoir, c'est que, depuis, peu, Azure Local supporte la dernière carte graphique NVIDIA là, la fameuse Blackwell qui envoie du steak. Il y a des nouvelles appliances qui sont sorties exprès chez Dell, Lenovo et HPE, vous les voyez en dessous dans les slides, qui permettent d'intégrer un processeur NVIDIA RTX 6000 justement pour héberger Foundry AI en local, directement sur Azure Local et de pouvoir faire tourner des LLM chez vous directement. Pareil, pour des clients qui ont des besoins de souveraineté de leurs données parce qu'ils veulent traiter des données en local et pas les envoyer dans le cloud, ben, c'est la solution vers laquelle il faut aller. Donc, je crois que j'ai une démo sur le sujet. Alors, je ne vais pas vous afficher toute la démo parce que c'est un peu long, mais globalement, ce qu'on voit ici sur l'écran, c'est donc 2 serveurs avec des cartes graphiques Azure Local, donc on verra l'interface après, je ferai la démo. Et dedans, ils ont mis une VM avec une application qui permet donc de faire tourner un LLM. Donc là, justement, ils ont mis une application avec un prompt et on voit sur la droite, donc du coup, le fameux NVIDIA RTX Pro 6000. Donc, on voit qu'on peut choisir le modèle de langage qu'on veut. Donc, il y en a plusieurs disponibles et ils vont insérer des données qui viennent de CSV pour justement les traiter et donc demander également un prompt. Donc, c'est ce qui est fait, hein. Donc là, voilà, il y a plein de données qui sont intégrées dans le prompt. Et donc, on va voir que la charge CPU, enfin GPU va augmenter parce que bah, justement, c'est traité en local. Donc voilà, un prompt avec plein de data à l'intérieur. Et donc, on va voir que la consommation de GPU mémorial augmente et la consommation GPU va augmenter aussi au fur et à mesure de la réponse du prompt. Donc ça, je trouve ça assez intéressant si vous avez des besoins de souveraineté. Donc ce qui démontre après, donc ça sur les informations, le prompt il est génial, il marche. Et c'est qu'ils ont fait pas mal de choses derrière, notamment dans Visual Studio Code pour générer une doc. On va voir des diagrammes d'architecture, voilà ici. Et tout ça, ça a été généré en local grâce au processeur NVIDIA. Donc c'est assez sympa quand même. C'était assez bluffant même. Je pensais pas que c'était possible pour être transparent avant de voir la démo. Ok? Voilà. Des questions? Non, il y a Julien qui a une petite remarque. On nous Oui. parle. Oh bah attends, elle a disparu. Ou c'est moi? C'est moi qui fais n'importe. On nous parle de NPU sur nos postes pour l'IA en local, et là on parle de GPU, c'est à s'y perdre des fois. Ouais. J'ai jamais entendu parler de NPU, je t'avoue là. Je- Ah si, tu parles de Neural Processor Unit. Bah, en fait, le GPU de NVIDIA, le Blackwell, contient des NPU. Voilà. En fait, il y a une technologie chez NVIDIA qui contient justement des processeurs neuraux pour gérer justement l'IA. Donc le GPU, en fait, on va dire, c'est le gros bazar dedans. Et dans ce gros bazar, tu as des NPU neuraux pour justement faire du LLM. Parce qu'il n'y a pas que ça dans le GPU, hein. Tu as le traitement aussi de tout ce qui est polygone et compagnie. Ça, c'est pas utilisé par le LLM, par exemple. Le LLM, il n'en a rien à faire des polygones. En revanche, il a à faire avec tout ce qui est Neuralink. Top. Euh, voilà les langages qui sont supportés hein, dedans. Donc il y en a quelques-uns, hein. Il y a du Mistral, du DeepSeek, l'OpenAI, etc. Peut-être que Claude va arriver. Et j'ai eu une autre démo que j'ai pas présentée là, mais il présentait l'AI vidéo indexeur qui travaillait avec le Foundry AI pour détecter des visages ou des informations directement dans une vidéo. Donc c'était assez, pour une fois sur l'IA, c'était assez intéressant. Autre chose intéressant, un sujet à la mode en ce moment, merci Broadcom d'avoir racheté VMware. Comment migrer de VMware vers Azure Local? Eh ben, vous pouvez utiliser tout simplement Azure Migrate. Avant, quand vous faisiez une migration avec Azure Migrate pour la VM, vous choisissez migrer vers Azure. Et dans le menu déroulant, maintenant, vous pouvez choisir migrer vers Azure Local. Et donc, du coup, c'est Azure Migrate qui va piloter la migration de VMware vers Azure Local directement. Et donc, ça sera en local et ça passera pas par Azure, évidemment, pour fonctionner. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça marche plutôt bien pour migrer du VMware vers Azure Local. L'autre chose qui est intéressante, c'est que vu que c'est Azure Migrate, il va vous donner des informations sur, ben voilà, vous devriez configurer côté Azure Local la VM à cette taille. Donc, par exemple, il y a des choses qu'on peut pas faire côté Hyper-V qui sont possibles côté VMware. Typiquement, côté VMware, on peut mettre plusieurs processeurs. Côté Azure Local, on peut mettre plusieurs vCPU. C'est pas la même chose. Donc là, ben, il va vous dire, voilà, cette VM, elle a 4 CPU de 8 corps. Moi, je te recommande de partir sur 32 vCPU, par exemple.
conserve les précaux qu'ils peuvent te donner quand tu pars sur de l'Azure, quoi, une migration sur Azure. Enfin, tu conserves les précaux, quoi. Alors, sur Azure Local, on n'est pas obligé de se conformer au profil Azure. On peut très bien faire une VM de 3 vCPU et 7 Go de RAM si on a envie. Ah oui, t'as pas les ratios qui sont obligatoires à côté. Ok, On peut utiliser les profils, on n'est pas obligé. d'accord. Autre nouveauté, on peut se servir des NSG. Vous connaissez tous les NSG dans Azure? Eh ben, la même chose sur Azure Local. Voilà. Donc, on peut appliquer cette chose-là sur un logical network. Je vous ai pas donné la notion de logical network. Quand vous faites de l'Azure, vous faites des virtual networks et puis des subnets et des trucs comme ça. Quand on fait de l'Azure local, on fait des VLAN. Donc, on a différents VLAN. Et pour donner en fait à Azure cette information pour dire voilà, ce réseau, c'est telle plage d'IP, tel VLAN, etc., on va créer un logical network qui correspond en fait à ces informations-là. Donc, on va donner la plage d'IP, donc la plage plus le subnet, les gateways et le DNS, et on va donner également le numéro de VLAN. Et donc ça, on va le voir après, je vous montrerai. On va créer ce logical network, et donc le NSG peut être appliqué à la carte réseau, mais également sur le logical network. Un peu comme si on faisait sur le subnet ou sur la carte réseau quand on fait de l'Azure. Donc c'est du 5 tuple aussi, hein, donc ça veut dire qu'on peut faire du source, destination, IP, port, protocole. Enfin c'est le NSG que vous avez l'habitude d'utiliser, sauf que là, il est compatible sur Azure Local. Et voilà, donc ce dont je parlais tout à l'heure par rapport à l'AD, c'est que depuis le mois dernier, on n'est plus obligé de reposer sur l'AD pour Azure Local, donc ça c'est vachement bien. C'est encore en public preview et on est obligé de reposer encore sur un DNS externe. Donc bon, on repose encore un peu sur l'AD quand même. Et à partir de mars, il n'y aura plus besoin de DNS externe, ça sera complètement internalisé. Et donc là, on n'aura plus de dépendance à l'AD et ça, je suis très heureux de ça. Voilà. Donc comment ça va se passer? On va déployer un Key Vault dans Azure qui hébergera les différentes informations de secrets de certificats nécessaires au fonctionnement d'Azure Local. Et Microsoft nous garantit qu'il n'y aura pas de problème avec tout ce qui est live migration et tout ce qui est reposé sur l'AD pour s'authentifier entre les deux. On peut les croire ou non, nous verrons. Je pense qu'ils vont le faire. Ouais. Je pense qu'ils veulent le faire notamment pour le déploiement multi-rack, vu que c'est de l'Azure Linux OS. Il faut vraiment que la solution ne repose plus sur AD. Et enfin, pour les gens qui font des infras plus petites comme moi, que des multi-racks, on peut enfin déployer en Rack Aware Cluster la solution. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez faire un stretch cluster. Vous avez deux data centers. Avec ces deux data centers, ils ont moins de 5 millisecondes de latence. Vous voulez mettre 4 nœuds dans une salle, 4 nœuds dans l'autre, et faire un PCA. C'est une salle qui tombe, tout bascule dans l'autre salle. Bon, ça, c'est ce qui s'appelle le Rack Aware Cluster chez Azure Local. Et comment ça va fonctionner? En mode Availability Zone. Ça vous parle, Availability Zone? Et ben voilà, c'est parfait. Même terme nautique pour Azure Local. Donc, on va avoir deux availability zones avec des nœuds qui seront dans une salle et puis l'autre. Et on pourra donc dire à cette VM, elle est dans la zone 1 et la zone 2, ce qui fait qu'elle basculera automatiquement en fonction de la panne d'une salle ou d'une autre. Donc, ça nécessite à minimum 4 switches top of rack, c'est ce qu'on voit, les Tor switch, 2 par salle, pour avoir la haute dispo aussi dans chaque salle, et au minimum 2 nœuds par salle également, comme c'est indiqué sur le schéma. Et tout ça sera vu comme une seule solution, un seul cluster si vous voulez, et vos VM pourront basculer d'une salle à une autre. Donc ça, c'est une énorme demande que j'avais auprès de mes clients et je suis enfin heureux de pouvoir avoir cette solution. Voilà pour les slides. Je te montre à quoi ça ressemble. Allez, on est parti. Terminer la rigolade. Ah là, c'est bon. Là, on part dans le portail. Là. Alors, j'espère que on ne sera pas le 27 octobre. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Donc, je retourne à la racine du portail. Donc là, vous voyez, j'ai mes services habituels, hein, mes trucs, mes machins, mes bidules dans Azure. Et il y a une section qui s'appelle Azure Local ici. Vous pouvez taper Azure Local en haut dans la barre de recherche si ça vous fait plaisir. Mais vous l'aurez directement ici quand c'est votre solution favorite, comme moi. Donc, vous cliquez là. Et donc là, on voit que il vous explique comment ça se passe pour le déploiement. Donc, vous achetez du matériel, vous téléchargez le logiciel et ensuite vous installez. Donc, je vais vous dire maintenant comment ça se passe dans la vraie vie. Vous achetez effectivement votre matériel. Et aujourd'hui, Dell et Lenovo, en solution premier, fournissent un système pour préparer les nœuds à l'arrivée d'Azure Local. Donc, en gros, vous raquez, vous installez vos serveurs, vous les câblez, vous faites tout ça. Vous configurez ce qui s'appelle l'IDRAC ou la BMC, hein, l'interface qui permet de piloter le serveur avec une interface web. Voilà. Et ensuite, vous déployez une appliance
qui va permettre de configurer le BIOS, l'UEFI, permet de descendre la dernière image d'Azure Local automatiquement, d'installer les derniers drivers et firmware sans que vous en occupiez. Parce que quand vous êtes en solution premier, vous téléchargez pas les firmware, les drivers habituels comme vous faites d'habitude. Vous téléchargez ça auprès du fabricant qui a sa matrice de compatibilité et donc qui sait vous fournir les bons drivers, les bons firmware. Une vraie appliance, quoi, si vous voulez. Une fois que c'est fait, que l'OS est configuré, vos nœuds vont remonter dans le portail Azure et là, on peut passer au déploiement. Donc chez Lenovo, ça s'appelle Lock-A, Lenovo Open Cloud Appliance. Chez Dell, c'est Dell Private Cloud. Ouais, c'est Dell Private Cloud. Et chez HPE, à ma connaissance, il n'y en a pas. Je ne suis pas sûr à 100%, mais à ma connaissance, il n'y en a pas encore. Une fois que votre cluster est installé, comment ça se passe? Là, vous allez dans All System. Et à partir de là, vous voyez votre cluster. Et avec vos nœuds qui sont ici. Avec si on tourne attention ou pas. Avant que je rentre dans le détail, je vais vous parler de déploiement. Comment je fais pour déployer la solution une fois que les nœuds sont préparés? Moi, personnellement, je fais de l'automatisation avec des templates ARM parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple que faire de l'interface graphique. Si vous voulez, quand vous êtes là, vous pouvez faire Create Instance et là, vous faites par le portail, voilà, vous choisissez vos options, le Aware qu'on a présenté tout à l'heure, l'identité, machin, tout ça. Vous mettez vos machines et là, on va vous demander de faire la configuration réseau, stockage, etc. Le seul problème de cette partie-là, c'est que c'est pas suffisamment flexible et on n'a pas tous les modes de déploiement. C'est assez rigide. Et donc, c'est pour ça que moi, je passe plutôt par des templates ARM. Alors, je vais vous retrouver le lien, j'étais tout à l'heure, sur ce bon vieux GitHub. Hop, le voilà. Pas vous présenter tout le template, ça serait trop long. Je vais vous mettre le lien dans la conversation, comme ça vous l'aurez. Hop, je le mets ici. Et non, pas Terraform. On peut le faire en Terraform. Moi, je le fais pas parce que rajouter une couche par couche, j'ai pas envie. C'est déjà suffisamment complexe comme ça à déployer. C'est très complexe à déployer en fait. Donc, je préfère rester simple. Donc, on a différents templates qui sont fournis par Microsoft. Les fameux templates de déploiement switchless dont je t'ai parlé tout à l'heure, Arnaud. Tu sais, pour les déploiements sans switch. Donc là, on va plutôt aller vers du switchless. Et si vous voulez faire du déploiement classique en mode switch, vous pouvez aller là par exemple. Et donc, quand on va là, ils fournissent l'Azure Deploy.json et le fichier paramètre. En gros, nous, on va jouer dans le fichier paramètre ici. Et là, on va voir plusieurs choses. Déjà, il y a deux modes de déploiement. Quand vous déployez Azure Local, le premier mode de déploiement, c'est faire un validate. En gros, il va y avoir des process qui vont être lancés sur vos nœuds pour vérifier que tous les prérequis sont là pour le déploiement. C'est très long, ça prend 1 heure, tant de tout vérifier. Pendant cette étape-là, il va créer aussi les Azure Key Vault, il va créer les comptes de stockage pour les diagnostics, tous ces trucs-là dans Azure. Une fois que le validate est passé, et uniquement quand le validate est passé, vous changez cette valeur, vous marquez deploy. Et là, on va attendre un certain temps pour que ce soit déployé. En moyenne, je suis à 8 heures pour un déploiement. Ça va dépendre du nombre de nœuds qu'il va y avoir. Plus il y a de nœuds, plus c'est long. Parce qu'il y a des tâches qui ne peuvent pas être faites en parallèle, en fait. Donc, du coup, on est obligé d'attendre les nœuds, etc. Alors, donc, comment ça se passe? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion où le déploiement échoue? Oui, tout le temps. Parce que quand je vois que quand tu dis que ça dure 8 heures et que tu arrives potentiellement à la 7e heure, tu lances ça avant d'aller te coucher, quoi, et ça fait au bout de 5 minutes. Ça peut être chiant. Et là, tu es obligé de redéployer tes appliances et tout refaire. Je suis d'accord. Il y a juste à partir d'une certaine étape, on peut faire un resume dans le déploiement parce qu'une fois qu'il a créé le cluster et configuré le réseau, c'est la configuration d'Azure Arc en fait. Okay, et donc, quand ça plante, le script est suffisamment intelligent pour revenir en arrière jusqu'à l'étape précédente, à faire un rollback de toutes les configurations. Et là, on peut faire un resume et il repart. Mais quand c'est avant de créer le cluster, si par exemple tu t'es planté sur les IP, ce qui arrive très souvent, bah là, tu es obligé de tout péter, tout refaire. Donc, quand tu fais ton template ARM, tu le fais tranquille, tu vois, quand tu es reposé. Donc, oui, les déploiements se font toujours en 2-3 fois parce qu'il y a toujours un truc. Comment ça se passe? Bon, là, en gros, ce que vous mettez, c'est des informations pour les comptes de stockage de diagnostic, là où vous voulez déployer, le nom du cluster, etc. Là où ça m'intéresse le plus, c'est, vous voyez, là, vous devez rajouter les nœuds à chaque fois, l'adresse dans Azure des nœuds. Donc, vous en avez 4, vous aurez 4 lignes. Vous mettez le domaine AD si vous reposez sur un AD. Voilà. Toute la configuration de sécurité qui est ici. Derrière, vous avez toute la configuration au niveau IP. Donc, il faut 5 IP disponibles pour tout ce qui est Appliance, Arc et compagnie. Donc, vous lui proposez la plage ici.
Et derrière, ici, vous allez travailler sur une technologie qui s'appelle Network ATC. Network ATC, c'est une technologie qui est disponible sur Windows Server 2025, bientôt 2022, et donc sur Azure Local, qui permet de auto-configurer les cartes réseau en fonction d'intention, de profil. Donc par exemple, sur les cartes de stockage, on veut faire du stockage. Donc on met l'intention stockage. Sur les cartes de prod, on veut faire passer les réseaux DVM plus le réseau de management des Hyper-V. Donc on met compute management dans le stockage ici. Et donc ça, on va l'appliquer sur les cartes réseau et automatiquement, les cartes réseau vont être configurées pour ce cas d'usage-là. Et tout ce qui restera à faire, c'est mettre des IP. Donc là, vous mettez le nom de votre intention, ici, le type de trafic, donc c'est indiqué là, et le nom des cartes réseau qui feront partie de cette intention. Il faut que le nom des cartes réseau soit identique sur tous les nœuds du cluster si vous voulez que ça marche. Donc là, bon, vous avez les paramètres des cartes réseau. Derrière, vous avez les numéros de VLAN si vous voulez, etc. Et je ne sais plus où c'est. Normalement, vous avez la configuration IP. Bon, ils l'ont pas marqué dans le template. Si, c'est là, pardon. Donc là, on voit par exemple la configuration des IP ici. Donc normalement, on rentre un petit peu plus dans le détail, notamment sur les cartes de stockage. Ils l'ont pas indiqué dans cet exemple. On a également le nom des cartes réseau qu'on peut rajouter ici et mettre l'IP sur le nom des cartes réseau qu'on aura défini. Donc vraiment, ce que je vais vous montrer ici, c'est pas d'apprendre le template ARM par cœur, c'est de vous dire que ça peut se déployer de manière industrielle grâce à ça. Et je le fais constamment par là, parce que maintenant, avec le nombre de clients qu'on a déployés, ben, on a des templates qui sont prêts et on a juste à changer les valeurs, genre le nom du cluster, le nom des nœuds, les IP, les trucs comme ça. Et après, on sait que notre template il roule. Si je reviens un petit peu en arrière, donc rentrons dans le détail du fonctionnement. Donc là, j'ai mon cluster qui a été déployé, je suis très heureux. Donc je clique sur mon Azure local. Pour finir de vous parler de déploiement, on va voir les différentes étapes d'un déploiement. Donc là, si je vais dans Deployment ici, bah, en fait, pour le déploiement, il y a tout ça qui s'est passé en fait. Vous voyez, ça fait quelques petites étapes. Hein. Donc en gros, quand tu es arrivé ici, c'est bon, c'est tranquille, tu peux faire du résume après. Avant, tu casses surfait. Une fois qu'on a l'habitude, il y a de moins en moins d'erreurs à ce niveau-là. Et Ouais. l'utilisation des produits de Lenovo ou de Dell, dont je vous ai présenté juste avant, permet justement d'éviter les erreurs avant et d'avoir un déploiement qui est beaucoup plus fluide. Ok, donc maintenant dans notre cluster, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc déjà, première chose qu'on fait, c'est on va faire des logical networks dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on en voit un ici, je peux en créer un nouveau. En gros, donc vous mettez le nom de votre logical network, donc on va l'appeler Toto par exemple. Vous choisissez le nom du switch virtuel sur le cluster. Vous avez créé un switch virtuel pour connecter vos VM. Il s'appelle Converge Switch Compute Management, qui a été créé par l'intention Network ATC. Donc, vous sélectionnez ça et hop, il va mapper ça à ce switch. Vous faites suivant. Vous indiquez comment vous allez vouloir assigner les IP. Donc, soit vous faites DHCP. Dans ce cas-là, c'est un serveur DHCP qui va faire le travail d'assignation pour mettre l'IP en statique dans la VM. Soit vous faites statique et vous spécifiez la plage d'IP. À noter que quand vous allez déployer la VM, c'est comme dans Azure, vous avez le choix dynamique, statique. Dynamique, ça veut dire qu'il pioche une IP dynamiquement dans le pool, mais il la met en statique dans la VM. Et statique, il va la mettre en statique. Donc là, vous voyez, hein, IP pool, default gateway, server DNS et VLAN ID. Vous faites suivant, terminé, vous avez votre logical network. Ensuite, il va falloir créer ce qu'on appelle un storage pass. Donc, vous savez, quand vous faites un cluster Hyper-V, vous créez des clusters shared volume pour héberger les informations des VM sur ces clusters shared volume. C'est que le cluster shared volume ne remonte pas directement dans le portail Azure. Vous allez devoir d'abord créer des clusters shared volume. Donc malheureusement pour le moment en PowerShell ou via Windows Admin Center. Moi je suis plutôt team PowerShell. Et une fois que le CSV est créé, là vous faites create storage pass et vous spécifiez le chemin pour accéder au CSV et son nom. Et donc ça va remonter comme ça ici dans le portail. Troisième étape, vous voulez déployer une VM, vous allez ici dans VM Image. Vous avez plusieurs choix. Vous pouvez descendre une image du Marketplace Azure. Vous pouvez descendre une image d'un compte de stockage ou une image qui est sur un stockage partagé. Typiquement, vous voulez déployer des VM Azure, vous n'avez pas de template de VM, vous faites Azure Marketplace ici. Et donc, on va voir qu'on peut descendre quelques images du Marketplace, pas toutes. Donc, celles qui sont disponibles sont là. Et du Windows, malheureusement. Donc, vous pouvez descendre les fameuses Data Center Azure Edition, dont on parlait tout à l'heure, mais également les Windows 10 et Windows 11 ou RVD.
Donc là, après, vous sélectionnez votre image, vous faites Next, Create, et là, ce qui va se passer, c'est ce qu'il y a ici. Vous aurez votre image qui va être descendue ici, et qui provient du Marketplace. Et là, on voit d'ailleurs, il y a marqué Update, parce que Microsoft a mis à jour son Marketplace pour indiquer qu'il y a une nouvelle image. Et donc, vous cliquez là, ça vous descend une deuxième version de l'image pour un futur déploiement. L'autre option, moi, que je préfère, c'est From a Local Share, parce que j'aime bien créer un fichier VHDX avec un sysprep dedans, qui est customisé à ma sauce ou à la sauce de l'entreprise. Et donc, du coup, quand je vais déployer ma VM, il va s'appuyer sur mon sysprep et mon image préparée dans Azure Local. Une fois que c'est fait, vos VM vont apparaître ici. Petit warning, qui est important, qui est noté ici. Si les VM n'ont pas été créées depuis le portail Azure, et donc qui n'ont pas été créées au travers du fameux Resource Bridge, elles ne remonteront pas ici. Donc, admettons que vous ayez un cluster Hyper-V, vous basculez sur Azure Local, vous faites un shared no signal migration ou vous migrez vos VM en export-import, vous ne verrez pas vos VM remonter ici. Ce qui est un poil Merci embêtant quand même. Microsoft. Je peux vous parler d'autres choses qui sont embêtantes si vous voulez dans la solution. Mais c'est une bonne solution, mais il y a des trucs qui m'énervent. Par exemple, on ne peut pas changer une seule IP dans l'appliance. Si tu vas changer ton plan d'adressage, tu en déploies. Voilà, Ok. tu vois, il y a des choses C'est comme lourd, ça qui c'est lourd, sont frustrantes. Une fois que votre VM est créée, donc vous la voyez ici, et si je clique sur ma VM, et ben après, c'est une VM Azure Arc, tout simplement. Donc on peut activer des services Azure Arc dessus. Par contre, des choses qu'on a en plus par rapport à une VM Azure Arc, c'est qu'on peut la démarrer, l'arrêter, la mettre en pause, etc. directement ici. Ensuite, chose intéressante, pour la partie mise à jour, on s'appuie sur exclusivement Azure Update Manager. Donc là, vous êtes dans Opération, vous faites Updates ici. D'ailleurs, il y a une mise à jour qui a fail ici, donc c'est pas grave, au moins j'en vois une. Là, vous pouvez faire One Time Update, et donc c'est Azure Update Manager qui va orchestrer le déploiement de la mise à jour sur les nœuds Azure Local. Et sur le cluster, on va se servir de Cluster Aware Updating, qui va permettre de faire la mise à jour à chaud. Donc comment ça se passe? Il met un nœud en mode maintenance, il évacue tout le service de ce nœud-là, il patch le serveur, il redémarre, le stockage reconstruit, le nœud sort du mode maintenance, et on recommence pour chacun des nœuds. Comme ça, la mise à jour se fait à chaud. Donc là, bon, il y a eu un souci pour la mise à jour, hein, on va pas diagnostiquer ça maintenant, mais en grosso modo, là, vous lancez, et donc il va faire d'abord des validations avant d'installer les mises à jour. Il faut compter 3 heures pour installer la mise à jour, sur un cluster 3-4 nœuds. Sur plus de nœuds, on va compter plus d'heures. Là, on voit un truc intéressant, un terme qui est intéressant, qui s'appelle le SBE. Ça, c'est méga important dans Azure Local, ça s'appelle le Solution Build Extension. On a deux sortes de SBE qui peuvent arriver sur des solutions premiers. Le SBE provenant de Microsoft, c'est-à-dire les mises à jour de l'OS, mais également le SBE qui vient du fabricant du matériel, qui va vous fournir en fait les drivers et les firmware qui sont certifiés. Et donc ces deux SBE-là, vous les verrez remonter dans le portail Azure, ce qui permet de faire du one-click upgrade pour à la fois firmware, driver et OS. Ok. C'est cool ça. Voilà pour la partie VM. Donc, je vais vous montrer un autre truc qui est cool. Si je fais, par exemple, je vais faire de l'Azure Virtual Desktop. Donc, je vais dans Azure Virtual Desktop ici. Je vais peut-être devoir créer un host pool. Il y en a déjà un. Bah oui. Donc, je vais dans mon host pool ici et je veux ajouter des machines. Donc, je vais dans Total Machine ici. Je fais Add. Ah, génial. Allez, génère-moi une clé. On s'en fout. Ok. Tac. Tac, tac. On recommence. Donc là, quand je vais faire mon déploiement ici, je vais faire Next Virtual Machine. C'est là que ça m'intéresse le plus. Virtual Machine Location. Hop, on a quoi? Virtual Machine type, Azure Virtual Machine ou Azure Local Virtual Machine. Donc là, je coche Azure Local Virtual Machine. Et quand on crée un cluster Azure Local, on a une custom location qui se met dans Azure. Un emplacement personnalisé, qui ici s'est appelé courbevoie BSC. Donc je le sélectionne ici. Et après, je sélectionne mon image qui a été descendue tout à l'heure, vous vous souvenez, depuis dans ma galerie. Je sélectionne cette image. Et donc là, je vais pouvoir déployer X nœuds directement sur mon Azure local. Donc c'est complètement intégré pour Azure Virtual Desktop, vous voyez. C'est un cas d'usage moi qui est très demandé chez mes clients. C'est Azure Virtual Desktop sur Azure local pour des raisons de latence, de sécurité et de confidentialité. Souvent de latence parce que quand il y a de la l'AX derrière, par exemple, et que c'est de la base de données transactionnelle, bah, ça marche pas entre Azure et le local. Donc là, on propose un Azure local.
Et donc là, typiquement, je mets mon nombre de machines, mon nombre de cœurs, etc. Et si je fais suivant, il va me déployer les machines. On a même une option pour rejoindre l'Active Directory si on le veut, bientôt entre ID, sachant que moi je préconise plutôt entre ID quand je fais de la VD, surtout depuis la semaine dernière où on peut mettre le compte de stockage avec FSLogix uniquement dans entre ID si on le souhaite, pour l'autant. Donc voilà, ça c'est pour AVD. Je peux vous parler si vous voulez d'AKS. On va parler un peu d'AKS. Tiens. Donc je retourne dans mon Azure local ici. Hop. Et normalement, j'ai une section pour AKS. Si je dis pas de bêtises. Infrastructure, voilà. Kubernetes Cluster. Je veux déployer un AKS ici. Je fais plus créer Kubernetes Cluster ici. Et je suis le formulaire. Et ça va me permet de créer un cluster cube directement en local sur Azure Local. À noter également que en preview, il y a l'interface Kubernetes Manager dans le portail Azure. Et ce Kubernetes Fleet Manager, non, c'est Kubernetes Fleet, pardon, va permettre de piloter en même temps à la fois du cube en local, mais également dans Azure, avec une vue unifiée. Donc ça, c'est super bien, parce que vous aurez donc tous vos clusters cubes au même endroit. Moi, ce que j'attends, c'est qu'on puisse me proposer un Kubernetes automatique sur Azure Local pour vraiment avoir une configuration dans les bonnes pratiques, de manière sécurité, de conf, etc., de performance, également sur Azure Local. Donc là, voilà, vous remplissez votre petit champ, vous indiquez la version que vous voulez, la taille des nœuds, etc., le nombre de nœuds que vous voulez. Ça va vous déployer des VM dans Azure Local, pilotés par Microsoft, qui permettront donc d'héberger vos conteneurs. Sachant que vous pouvez déployer de la machine Linux ou Windows pour avoir des conteneurs Linux ou Windows. Voilà, que vous dire de plus sur Azure Local en 45 minutes? Alors oui, effectivement, j'ai des clients qui me demandent aussi l'Azure Site Recovery. Donc ça repose sur l'Azure Site Recovery qui existe depuis la nuit des temps sur Microsoft Azure. Le seul avantage qu'on a en passant par là, par rapport à de l'Arc classique, c'est qu'en cliquant sur Protect VM Workload ici, il va me déployer automatiquement tous les services nécessaires au bon fonctionnement d'Azure Site Recovery, c'est-à-dire le Vault, le compte de stockage, mais également toute la configuration dans Azure Site Recovery va m'ajouter le site plus le cluster dans Azure Site Recovery, et je n'aurai plus qu'à aller sur les VM et sélectionner, je ne sais plus si on peut le faire dans le portail Azure, ici, et sélectionner donc protéger. Donc ça, je peux le faire par Admin Center. Il me semble qu'on peut le faire depuis le portail Azure, et ça permet de synchroniser la VM dans Azure Site Recovery et derrière de faire votre failover dans Azure si nécessaire. Donc voilà, moi si je dois donner des avantages à la solution, c'est que ça permet donc de descendre des services Azure assez facilement. On l'a vu avec AVD, j'ai juste une case à cocher pour choisir mon emplacement géographique. AKS, c'est directement intégré. Foundry AI, c'est moins intégré parce qu'il faut aller dans le cluster et faire un winget pour récupérer les packages et faire l'install, mais c'est quand même documenté. Voilà. Si je parle d'inconvénients, des fois, c'est la lourdeur de l'Azure local, des fois. Pas de changement d'IP. Là, typiquement, j'aimerais bien que dans Storage Pass, ici, que je puisse créer directement mes volumes à ce niveau-là, pour pas devoir jongler entre plusieurs interfaces. J'aimerais bien pouvoir également de remonter manuellement mes VM au travers du Resource Bridge, parce que on parle de migration, mais si par exemple vous faites un backup restore, on va avoir le même problème en fait. La VM ne remontera plus également dans le portail. Donc c'est une solution qui est stable. Par contre, quand c'est déployé, c'est très stable, puisqu'ils testent pas mal avant de faire les déploiements. C'est une solution qui répond à pas mal de problématiques, notamment de souveraineté, confidentialité, performance, latence. En revanche, comme toute solution, il y a des défauts. Et je pense que là où il faut que Microsoft s'améliore, c'est sur le management. Globalement, c'est le management. Voilà. Ok, Voilà, mon et cher Arnaud, j'ai une petite 47 minutes. question. Oui. C'est pas mal. Sur les clients chez qui tu as pu déployer la solution ou chez qui tu as vu cette solution, Oui. quel est leur cas d'usage en termes de service? Aujourd'hui, on est plutôt sur de la VM, plutôt sur, enfin VM pure, plutôt sur de la VD, plutôt sur autre chose? Alors là, on a un cluster qu'on a remis d'aplomb, c'était de la VM pure. Ils ont même pas besoin d'Azure Local en fait. Ils ont pris Azure Local, mais ils pourraient faire du Windows Server en hyper convergé, ça serait pareil. Là, on parle vraiment de VM. Ensuite, j'ai beaucoup de clients, c'est pour de l'AVD. Et pour des raisons de latence, surtout, on a besoin de mettre l'AVD en local parce que la latence minimale qu'on peut avoir entre Azure et un site on-prem, on va situer entre 12 et 15 millisecondes de latence, express-route ou pas, peu importe. L'inconvénient, c'est que quand tu fais de la base de données transactionnelle, il te faut 5 millisecondes de latence. Et ça, t'y est pas. Donc, typiquement, c'est un bon cas d'usage pour ça. J'ai un client sur lequel je suis en train de répondre. Là, il veut tout. Il veut AKS, il veut AVD, il veut la VM.
Il veut mettre du PRA dans Azure, il veut utiliser Microsoft Defender for Cloud, notamment pour mettre la partie Force Server en protection, plus la partie CSPM. Voilà, j'ai différents cas d'usage sur le sujet. Là où ça marche hyper bien, j'ai des clients qui ont besoin de reproduire X fois le site, des magasins par exemple, où ils veulent mettre ça sur le Ouais. point de vente. Et ben là, tu vois, je prends mon template, switchless, 2 nœuds, et tout ce que j'ai à faire, c'est changer le nom du cluster et les IP. Et YOLO, tu vois, et là tu déploies. Tu déploies la chaîne. Donc ça, c'est intéressant parce que tu reçois tes serveurs et derrière, tu déploies. Voilà. Donc ça permet vraiment d'industrialiser. Donc pour ces notions d'industrialisation, c'est assez demandé aussi. Et donc là, comme je disais avant qu'on commence, j'ai 2 clients potentiels qui sont intéressés par M365 local pour des besoins de souveraineté. Ok, je reviens sur la partie light, alors j'ai plus en tête le nom. Aujourd'hui, on est sur un billet d'entrée de combien? Une grosse maille, hein, je demande pas un truc très précis, mais on est plutôt sur du 1000, 2000, 5000, 10 000. 10 000, je pense pas, Alors, parce que toi, tu as 2 nœuds, tu me disais que tu tournais autour de 12 000. En fait, c'est compliqué de donner une réponse parce que déjà, ça va dépendre du constructeur et ça va dépendre de ce qu'on met dedans en termes de RAM, de CPU, de stockage. Ouais, Ce qu'il ok. faut savoir, c'est quand tu achètes des serveurs, et comme si tu le fais comme je te conseille, tu prends du premier déjà, tu n'as pas 36 choix en termes de sélection. En gros, tu vas pouvoir choisir ta taille de CPU, la taille de RAM et le nombre de disques que tu veux. Allez, et à la rigueur, la marque de carte réseau qui te fait plaisir. C'est juste, tu pourras juste choisir ça. Si on part sur une solution premier, on fait un peu de prod, on va dire classique, tu peux t'en sortir, je pense, entre, on va dire 3 nœuds. Tu peux arriver sur un coût entre 70 et 90, tu peux arriver à avoir tes 3 nœuds, quoi. Ok. Je parle 90 000 euros, hein, pas 90 Oui, oui, euros. oui, 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 oui. C'est pas un En termes Raspberry que tu vends de, non plus. voilà. En termes de licensing, Azure Local, il y a 3 choix, dont 2 je préconise. Bon, le premier choix que je ne préconise pas, c'est l'OEM. Tu l'achètes, ton Azure Local, euh, avec tes serveurs, comme si tu faisais de l'OEM en Windows Server au final. Mais après, derrière, pour le suivi de montée de version, le support et tout ça, c'est plus compliqué. Après, tu as 2 autres modes. Tu as le Pay as you go. Donc là, il faut compter 10 dollars par corps physique par mois. Donc, admettons, tu achètes 3 serveurs. Ces 3 serveurs ont 20 corps chacun. Donc, ça fait 60 corps physiques par cluster. Donc, c'est 600 dollars par mois pour la solution. Dedans, tu as la montée de version, tu as les services inclus, un cube AVD et compagnie qui sont inclus. Et enfin, dernière solution qui est beaucoup exploitée chez les clients, c'est la software assurance. Parce que dans la software assurance, tu sais que tu as l'Azure Hybrid Benefit. Mhm. Et quand tu es en Azure Hybrid Benefit, tu as accès dedans, inclus, l'Azure local avec tout ce que ça inclut. Ok, donc en général, les gros clients possèdent déjà du software assurance, donc après, tu que le coût, enfin le coût du matos à envisager. Ok. C'est ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous déployez un cube sur Azure Local, le prix est inclus dans la solution. Quand vous déployez de l'AVD, le coût de la solution est inclus dans Azure Local. Pour remplacer les cales pour AVD, en gros, vous pouvez continuer à exploiter vos licences Windows. C'est Windows 10 Enterprise qu'il faut pour avoir l'accès à AVD. Et donc, si vous avez du M365 E3 ou de l'EMS E3 ou des trucs comme ça, vous pouvez aller sur AVD on-prem, sur Azure Local. Si vous avez de la software assurance, ben, vous avez toute la partie ARC qui est inclus, c'est-à-dire ben, Azure Update Manager pour votre cluster et vos VM qui est inclus. Qu'est-ce qu'il y a qui est intéressant? Tout ce qui est inventaire et change tracking. Il y a une partie d'Azure Site Recovery qui est inclus. Enfin, voilà, donc il faut compter tout ça. Tiens, Là, ce que j'aime j'ai pas beaucoup. pu montrer, parce que j'ai pas 4 heures pour tout montrer, mais vu que les ressources remontent dans Azure, vous pouvez taguer les ressources Azure locales et faire des Azure Policy sur vos VM et sur vos Azure locales. Comme ça, si vous avez un plan de gouvernance dans Azure, vous pouvez appliquer le même plan de gouvernance sur Azure local. Hop. Tu parlais de monitoring, et j'ai une question qui n'a absolument rien à voir, mais ça m'a fait penser à ça. Est-ce que potentiellement, comme tu es sur du local, on peut avoir une remontée des informations dans un ITSM ou c'est pas Euh, forcément prévu? Qu'est-ce que tu entends comme remontée d'information? Comment tu te Bah, connectes sur les nœuds? potentiellement que tes devices remontent dans ta base inventaire? Bah, si, tu peux installer le SNMP dessus, hein, Ok. par exemple. Et tu peux utiliser Azure Monitor. Nous, on vient avec des règles sur étagère Ah non, non, qu'on déploie avec un template ARM. je parlais de monitoring, mais en fait, ma question n'a rien à voir avec le monitoring. C'est juste, en fait, les ressources déployées. Je déploie, je sais pas, tant de serveurs.
est-ce que dans ma base inventaire de serveurs, je peux faire remonter ces informations étant donné que je suis en local? Tant que si tu appuies sur un agent et qu'il est compatible, ça marche. Ouais, ok, Voilà. d'accord. Après, il faut faire attention parce que si je prends Lenovo par exemple, tu n'auras pas le mot de passe administrateur pour te connecter sur les nœuds, puisque c'est piloté par Locky et compagnie. Après, ce que tu peux faire, c'est t'appuyer sur les extensions pour faire un script pour déployer ton agent. Ok, Parce que tu as accès aussi aux extensions, du coup, qui sont dans le portail Azure. ouais, ouais, Donc, si tu as fait des extensions pour déployer, par exemple, ton agent ITSM dans tes VM dans Azure, tu peux très bien l'utiliser pour tout ce qui est on-prem aussi. ok, top. Merci pour la Il faut voir réponse. ça, Azure Local, vraiment comme une extension d'Azure, hein. Il y a pas mal de choses qui sont faites dans Azure qui peuvent être reproduites sur Azure Ouais, Local. ouais, c'est bien ça. Ça évite de réinventer la roue C'est à ça. chaque fois. Alors j'ai Nabs qui a une question. Existe-t-il un outil pour quantifier le nombre de clusters pour remplacer un environnement de prod déjà existant? Alors, oui, il y a des outils qui sont fournis par Dell, mais quand je dois faire ce travail-là, je fais un audit en fait. Et derrière, en fonction de cet audit-là, je récupère les services qui sont déployés, quantité de vCPU consommée, quantité de RAM consommée, quantité de stockage. Et après, je fais le sizing de la solution. Et il n'y a pas un truc automatique qui va te dire vas-y, mange mon cluster source, je sors un cluster destination. C'est un travail en amont d'avant-vente pour justement faire ce travail-là. Après, avec ce fameux produit dont on parle jamais, l'IA, on peut très bien imaginer un outil qui fasse ça. Mais c'est compliqué parce que il faudrait. En fait, il y a un produit chez Dell dont j'ai perdu le nom qui permet de le faire. Il déploie une appliance en local qui permet d'analyser sur 7 jours le cluster, justement pour récupérer les pointes de consommation, notamment en cas de backup ou des choses comme ça. Ok. Ah bah écoute, Nabs est content. Il te remercie. Eh ben écoute, Est-ce que si tu d'autres veux ont un des Azure questions? local, n'hésite pas. Tu as trouvé ton revendeur. Est-ce que d'autres ont des questions? Julien est en train d'écrire. El Katir aussi. Est-ce que c'est pour des questions, pour te chatouiller un petit peu ou pas? Oui. Bon, est-ce que ça a été clair pour toi, Arnaud, en tout cas? Oh, Tu vois nickel. plus clair sur la solution? Nickel, ouais, ouais, super. Ok. Les On a coûts, parlé bah, du comme coup. c'est ça, comme le disait Romain, c'est que ça va dépendre en fait du matos que tu souhaites. Donc c'est compliqué à estimer. En fait, il faut pas voir ça comme des coûts Azure, parce que là, c'est un terme de. Il faut même parler de CAPEX, OPEX. En fait, quand tu vas faire d'Azure local, tu vas faire du CAPEX. Ça veut dire que tu vas acquérir des Ouais, solutions. Donc ça rentre dans un budget de CAPEX. Donc il faut que tu dises, voilà, je vais acheter un cluster Azure local, ça va me coûter 5 000 euros, et je sais que ça va me coûter 10 dollars par coffre physique par mois, en plus, en termes de licence. Ça, c'est mon CAPEX. Et derrière, tu as très peu d'OPEX au final, c'est-à-dire du service, hein, comme tu ferais dans Azure ou de location. Parce que les VM que tu vas héberger sur Azure Local, les services que tu vas héberger sur Azure Local, ben, ils sont gratuits, si je puis dire, entre guillemets, parce que c'est inclus dans le coût de la licence Azure Local. Voilà. c'est ça, c'est que ça va. En fait, tu as de l'acquisition de matos pour la partie CAPEX et finalement l'OPEX, ça va dépendre du niveau de service que tu peux avoir déjà, si tu as déjà de le software assurance Mhm. ou d'autres trucs. Donc c'est vrai que c'est pas simple à te donner une estimation, Alcatir. Julien nous dit non, c'est bon pour moi. Et en cas de rupture de la normalité, alors attends, en cas de la rupture de la normalité, coupure internet notamment avec la VD. Alors je suis Ça, c'est désolé, j'ai un vérifié peu de avec mal à un la smartphone. compréhension Il y de a la un mot qui a question. été changé. Moi, j'ai cru comprendre ce qu'il voulait dire. En gros, si on perd la connexion, entre Azure Local et Internet, qu'est-ce qui se passe? Ben, AVD ne marche plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, le control plane d'AVD, il est dans Azure. Tout ce qui est broker, tout ce qui est RD licensing, machin, tout ça c'est dans Azure. Tout ce qu'il y a présent sur l'Azure local, ça va être les profils qui vont être sur un serveur de fichiers avec FSLogix, et il va y avoir les hosts. Donc si tu perds ton accès à Internet, ben t'as plus rien. Sur Azure local, si je parle d'Azure local pur et dur, si tu perds ton accès à Internet, il ne se passe rien. Donc à la rigueur, tu perds ton témoin de cluster, mais ça, bon,
s'en fout. Et tu perds la remontée des licences. Il faut juste pouvoir se connecter une fois tous les 30 jours à Azure, si on parle purement d'Azure local. Et si on est en mode déconnecté, évidemment, il n'y a pas de connexion. Donc voilà, donc c'est pour ça, j'ai souvent la question, c'est sur Azure local, je ferme la connexion internet, qu'est-ce qui se passe? Bah rien, voilà, il se passe rien, à part pour les services qui sont hébergés, évidemment, qui nécessitent le control plane qui est côté Azure. Ok, top. D'autres questions? Ou nous pouvons remercier Romain pour son intervention. On te remercie de toute manière, hein, mais qu'il y ait des questions ou pas d'ailleurs, hein. Bon, écoute. Et quels sont les nouveaux services qui vont être onboardés? Et ben un nouveau service, donc il y a surtout la Foundry qui était annoncée et M365 local. Donc la Foundry AI, en gros, il faut du GPU, donc Nvidia Blackwell surtout. J'ai regardé pour en acheter un, j'ai arrêté, du coup c'est $800 le graphique. Je l'ai dit on verra un autre jour. Et en gros, donc avec Foundry AI, on peut héberger le service de Foundry AI qui est présent uniquement dans Azure normalement, mais sur Azure local, pour faire tourner des LLM directement en local grâce au GPU. Voilà, donc il y avait une démo dans les slides, je pourrais te passer les slides si tu veux, Arnaud, pour que tu puisses les partager. Et donc dans cette démo, il montrait que il y avait un prompt avec plein d'infos dedans et que ça générait des trucs, mais que ça utilisait du GPU. Voilà. Et le deuxième service qui est hébergé sur Azure local, c'est M365 local, qui permet d'héberger donc en mode packagé Exchange, SharePoint et Scale for Business. Top. Et si je pouvais faire une liste au Père Noël, je leur demanderais un compte de stockage en local, puisque maintenant il y a les baies SAN, donc pourquoi on ne pourrait pas mettre une baie objet derrière et pouvoir mettre du blob en local directement. Et là, ça serait bien. Il y a Nabil qui revient sur la partie coût. C'est donc un coût fixe. Bah, alors, tu as l'acquisition du matériel qui, là, pour le coup, c'est un coût fixe. Après, ça va dépendre des niveaux de service que tu prends à côté. Ah, pour Ah, M365. M365 local, alors, je te répète ce que j'ai compris parce qu'ils n'ont pas été complètement clairs encore, j'en saurai un peu plus le mois prochain. Donc, pour Azure local, il te faut 9 nœuds pour composer 7 clusters avec des capacités qui sont spécifiées dans la documentation d'architecture et tu dois obligatoirement passer par de l'Azure local premier. Donc là, pour le moment, les deux solutions qui sont supportées sont par Dell, justement, par Lenovo et par HPE. Dell doit arriver incessamment sous peu. Voilà. M365 local, ce que m'a dit Microsoft, c'est que donc du coup, on héberge la solution en local et pour les licences d'accès, on pourrait se servir de M365 E3 comme on le ferait pour accéder à M365 classique, enfin, ou Office 365 E3, enfin voilà, avoir une licence d'accès à Exchange SharePoint à minimum. Donc ça serait des licences qui sont proposées actuellement par Microsoft. Pourquoi Skype et pas Teams? Parce que tout simplement, Teams. Alors, je vais être franc, j'ai fait la réunion de lancement avec M365 local. Ils nous ont clairement dit qu'ils avaient 5 mois pour préparer M365 local. Donc, à mon avis, ils ont fait en best effort tout ce qu'ils pouvaient faire en 5 mois pour le packaging. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que derrière Teams, il y a quand même une grosse infra. Et je pense qu'ils n'ont pas été prêts encore pour la proposer on-prem. Voilà. Et Skype n'est pas mort, c'est un mort-vivant. Là, ou un loup-garou, je sais pas. Là, il vient de se réveiller de sa propre tombe pour arriver en local, quoi. Voilà. Top. Voilà. Donc voilà, le sujet est là. C'est comme, enfin, tu vois, quand j'ai vu la première fois le schéma d'architecture, on a bien tous rigolé durant l'événement là avec les autres MVP là. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ils nous ont dit que pour le moment, ils ont pris les prérequis fournis par l'équipe, que avec les retours d'expérience, etc., ils allaient resserrer un petit Ils vont peu rationaliser tout ça. Bah oui. Tu, tu te rends compte, tu déploies 5 clusters pour mettre une seule VM dedans, dans chaque cluster un single node, quoi. Donc, en gros, si je peux vous donner un conseil, attendez avant d'implémenter M365 local sur de l'Azure local. Voilà. Et de toute façon, là c'est en GA. M365 local en mode connecté et en mode déconnecté, ça sera en GA début d'année prochaine. De toute façon, vous ne pourrez pas déployer M365 local parce qu'il faut des partenaires validés par Microsoft pour commencer à travailler sur M365 local. Donc déjà, le sujet est dit, quoi. Donc là, on est en train d'essayer de s'onboarder auprès de Microsoft, puisqu'on connaît bien Azure local, donc autant aller sur la suite pour justement être partenaire
Microsoft pour ces sujets-là, sachant que j'ai 2 clients dans la boucle. Top. Bah écoute, on a passé. Romain, je te remercie en tout cas pour ta présentation. C'était très intéressant. Et puis je te dis à une prochaine. On se retrouvera un jour Avec pour un plaisir. autre sujet. Pour un autre Pour des sujet. sujets cachés. C'est ça, exactement. Donc en attendant, merci à toi, merci à vous. Et puis je publierai l'enregistrement probablement semaine prochaine. Ça marche. Bah, merci pour Voilà, l'invitation, en tout cas, Arnaud, et je me ferai un plaisir de revenir si tu me réinvites. avec plaisir. Voilà. Allez, à très bientôt à tous. Ciao. Bye.